y a des artistes qui ont été inspirés par des travaux scientifiques. Kandinsky, qui écrit des choses sur l'atome, Paul Klee aussi, je crois. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Moi, je connais un artiste dont j'ai toujours pensé que l'œuvre avait été inspirée par la lecture d'ouvrages de physique théorique. Et cet artiste, c'est Gilbert Garcin, qui est toujours un vieux monsieur qui, depuis des années, fait des photomontages avec sa femme. Oui. Voilà, En noir et blanc. En noir et blanc. Et j'ai eu une conversation avec lui par mail, et il m'a dit que non, il n'avait jamais été inspiré par la physique. Or, quand un physicien voit ces photomontages, en tout cas certains d'entre eux, immédiatement, il voit qu'il a mis en scène les différentes pistes théoriques utilisées ou explorées par les physiciens qui veulent unifier la physique quantique et la relativité générale, avec des espaces-temps bizarres. Et lui, il a dessiné, sans le savoir. Il est souvent question d'équilibre dans ces photos. Oui, d'équilibre, on sent qu'il est fasciné par l'espace-temps, par le réel en fait, le vrai réel qui est masqué par nos vies, par les artifices qu'on y met, par les chatoiements de l'expérience qui peuvent nous tromper sur la noirceur du monde, par exemple, parce que tout est dans noir et blanc dans ces tableaux. Il y a un peu d'absurde aussi, jouer avec lui. Et moi j'étais fasciné de voir qu'un artiste peut avoir des pressentiments, un imaginaire qui rejoint ce que les formalismes les plus abstraits tentent de mettre en scène. Et inversement, avec Cédric Villani ayant écrit le théorème vivant, lui ressent les mathématiques d'une manière... c'est justement ça, certainement, qui fait son particularisme, son style, si on peut dire ainsi. Il les ressent d'une manière vivante. Oui, mais la question c'est quel est le vrai réel? Voilà, c'est-à-dire est-ce que le vrai réel c'est le réel immanent, c'est le réel de l'expérience, du ressenti, de l'observation, des émotions. Et vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont pratiquement englués dans ce réel-là, qui ont du mal avec l'abstraction, qui ont du mal avec même l'imaginaire. Ou bien ce que le vrai réel, c'est le réel qui est ailleurs, qui permet de comprendre les lois du réel empirique. Ben ça c'est une bonne question parce que beaucoup de physiciens sont platoniciens, beaucoup de mathématiciens sont platoniciens. Il y a un autre réel que le réel empirique, le réel des lois, le réel des mathématiques, des idées. Moi je pense que c'est un problème pour les chercheurs, ça. De devoir faire l'aller-retour permanent entre le réel qui est celui qu'ils explorent par leur travail, qui est un réel décalé, et le réel de la vie ordinaire. Einstein, par exemple, il n'était pas du tout autiste, mais il avait des problèmes avec ça. Des problèmes avec le réel de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il était distrait, ça ne veut pas dire qu'il était absent. Ça veut dire qu'il vivait dans un pays qui n'était pas un pays incarné. Il était une sorte d'ailleurs, dont il éprouvait la consistance, la solidité, la force d'existence. Il avait du mal à connecter ce réel avec le réel des relations humaines, par exemple. Il n'a jamais été engagé dans une relation humaine comme il a été engagé lui-même avec le champ des idées. Et donc, il était d'ailleurs capable de rester parfaitement concentré sur le problème dans un tumulte général. Dans les conversations alentour, il n'était pas perturbé, il arrivait à se concentrer comme si de rien n'était. Et même parfois il profitait du tumulte pour mieux se concentrer.
Moi, je sais pas, je sais pas répondre à la question. Parce que y répondre, ça prétendrait savoir quel est le statut des lois physiques. Est-ce qu'elles sont incrustées dans le monde sans qu'on les voit, mais elles sont là, elles sont immanentes? Ou est-ce qu'elles sont transcendantes dans une sorte d'autre monde que le monde où elles agissent? Oui, c'est vertigineux comme question. Comment des lois pourraient-elles agir sur un monde dans lequel elles ne sont pas? Par quel biais peuvent-elles agir sur le monde? C'est une question qu'à mon avis on ne résoudra jamais, mais on voit bien que c'est une question qui se pose quand on s'intéresse au Big Bang. Parce que nous disons le Big Bang à partir de lois physiques qui étaient celles agissant à cette période de l'univers. Est-ce que ces lois existaient avant le Big Bang ou est-ce que c'est le Big Bang qui les a fabriquées, les lois physiques? Et cette question du réel est essentielle parce que c'est peut-être à partir de ces questions-là que la science est moins attirante actuellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait cet imaginaire d'une science toute puissante qui pouvait tout régler. La question de la mort, la question de... Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de succès, ne serait-ce qu'en médecine, où on a guéri par la vaccination énormément de personnes. Il y avait cette idée d'une science toute puissante qui pourrait tout régler. Et plus on avance, plus on voit qu'effectivement c'est plus compliqué que ça, et qu'on a réglé des choses d'un côté, mais il y a d'autres perturbations à côté à régler également. Et ouvrir une porte, c'est voir 10 portes derrière. Donc. Oui, mais bon, il y a ce phénomène évidemment, mais il y a aussi que, si je prends l'exemple de la physique, elle permet à la fois un dévoilement du réel et en même temps elle l'obscurcit. Parce que le réel qu'elle nous montre, boson de Higgs, dimension supplémentaire d'espace-temps, vide quantique, est un réel qui nous est parfaitement étranger, qui ne nous parle pas, qui ne nous touche pas, et qui ne vient pas déclencher en nous une quelconque empathie, solidarité intellectuelle. Enfin, c'est tellement loin que c'est complètement étranger finalement. Et ça ne dit rien de notre condition humaine. Et donc, ce que la physique dévoile en touchant le réel, obscurcit ce réel parce que ceux qui s'y intéressent ne peuvent l'atteindre qu'au prix de formalisme mathématique très compliqué, que personne ne comprend vraiment, et qui ne parle pas, et donc ne nous parle pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'instinct de survie de l'âme qui veut dire sa place dans le monde et le sens que le monde a pour elle, sans tenir compte de ce réel. Et la science se trouve ainsi presque marginalisée ou ignorée. Alors il y a aussi qu'on a pris acte du fait que la science ne répond qu'aux questions scientifiques. Alors les questions scientifiques, c'est très peu de questions. En physique des particules, par exemple, des questions qu'on se pose vraiment, à partir de ce qu'on sait déjà, à partir de ce qu'indiquent les formalismes, c'est très peu de questions, c'est une dizaine maximum. Mais ces questions, est-ce qu'on s'y intéresse vraiment? Est-ce qu'elles nous intéressent? Non. Par exemple, où est passée l'antimatière? On peut très bien vivre, on s'en fiche complètement. Combien y a-t-il de dimensions d'espace-temps? On s'en fiche. Est-ce qu'il y a un seul boson de Higgs ou est-ce qu'il y a des partenaires chargés? Ça fait quand même rêver, même si... Ça peut faire rêver, mais qui s'y intéresse vraiment? Pas grand monde. Il y a des gens que ça passionne, évidemment. Il y a des gens que ça fait rêver. Mais qui est-ce qui s'y intéresse au point de consacrer sa vie? Les physiciens, c'est tout. Et du coup, moi je sens la menace de jeter l'eau avec le bébé du vin. C'est-à-dire de dire, finalement, les sciences ne répondent qu'aux questions scientifiques, elles ne répondent pas aux questions qui nous intéressent vraiment, la liberté, les valeurs,
le sens de la vie, l'amour, etc. La liberté, la justice, ça c'est des questions qui nous intéressent vraiment. La science n'y répond pas, donc on va la mépriser puisqu'elle ne répond pas aux questions qui pour nous sont fondamentales. Et ça c'est vraiment un piège de la pensée, auquel il faut renoncer parce que moi je crois qu'il y a justement des questions ou des résultats de science qui viennent changer les questions de valeur. Par exemple, quelqu'un qui sait que l'univers est apparu il y a 13,7 milliards d'années et que l'homme dans cet univers n'est là que depuis, je parle du genre Homo, 2-3 millions d'années, ne va pas surpenser dans le monde comme quelqu'un qui pense que l'univers a 6 000 ans et que l'homme y est apparu tel qu'il est toujours. Et donc, il y a des résultats de science qui viennent déplacer notre imaginaire, notre intellect, et viennent modifier notre façon, alors je vais employer un gros mot, mais notre façon d'être au monde. Et si on déplace notre façon d'être au monde, alors sans doute on déplace nos valeurs. Parce que les personnes atypiques, les grands scientifiques, est-ce qu'ils ne sont pas quelque part le monde, au lieu d'être dans le monde, par le ressenti, par leur... Moi, je ne parle jamais des scientifiques en général, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. J'en connais, par exemple, de toutes sortes. Einstein. Moi, je me suis intéressé au génie de la mécanique quantique. Il n'y en a pas deux pareils. C'est vrai. Il n'y en a pas deux qui ont le même rapport au monde. Il n'y en a pas deux qui ont le même imaginaire. Il n'y en a pas deux qui ont les mêmes a priori sur ce qu'est le réel. Il n'y en a pas deux qui déploient leur génie de la même façon. Il n'y a pas qu'une façon d'être génial. Il y en a plusieurs. Là, je parle de génie. Si vous parlez des physiciens qui ne sont pas des génies. Est-ce qu'il faut parler de génie? Ah oui, Parce que Cédric Villani nous dit le génie, c'est celui qui sort de sa lampe magique. Est-ce que c'est pas un talent particulier? Non, moi non. C'est hors norme. Moi, je pense pas du tout qu'il y ait que la physique quantique, par exemple, soit née d'effets collectifs, même si les discussions jouent un grand rôle. Mais je pense que... Je vais faire une histoire contrefactuelle, je sais que c'est pas bien, mais si vous retirez de l'histoire une vingtaine de gars, vous refaites le XXe siècle sans Einstein, sans Bohr, sans Schrödinger, sans Pauli, sans Dirac, sans Heisenberg, quelques autres, je suis pas sûr que vous avez la mécanique quantique. Donc vous pouvez prendre 1000 physiciens un peu moins bons que Dirac et vous les mettez à la place de Dirac, je ne suis pas sûr que vous avez l'équation de Dirac. Donc il y a vraiment un effet de qualité, de personnes, d'individus. De rapport Après, au monde. vous pouvez mettre ça avec tous les éléments de contexte que vous voulez. Vous dire si Einstein n'avait pas été à Berne pour des brevets, il n'aurait pas fait la relativité très bien. Mais n'empêche que... Il l'aurait peut-être trouvé d'une manière différente. Je pense que l'histoire de la science ne se comprend que si on invoque l'apparition régulière du génie. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des contextes, il faut des gens qui font les expériences, qui peuvent être géniaux eux-mêmes. Enfin, il faut beaucoup de gens autour pour transmettre, pour comprendre, pour expérimenter, pour démontrer, etc. Et donc les génies ne suffisent pas, mais ils sont nécessaires. Et merci d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Et merci pour le thé. Bonne journée à vous.